Je vais demander, on se retrouve tout à l'heure, on se retrouve à la fin de cette conférence. Je vais demander à Francis Wolff de bien vouloir me rejoindre. Bonjour Francis, il arrive. Francis, vous êtes professeur émérite au département de philosophie de l'École normale supérieure. Vous vous sentez à l'aise avec ce titre? Oh, bah écoutez, j'ai l'habitude à force, enfin, d'autant que maintenant je suis pratiquement à la retraite, enfin, je suis émérite, comme on dit, ce qui ne signifie pas que j'ai du mérite, Oui, mais c'est signifie que je suis à la retraite encore actif. Voilà. Alors, je précise pour les gens qui nous regardent qu'effectivement, on a privilégié les visages, donc nous n'avons pas de masque, mais nous avons ce truc étrange entre nous, des plexis. Donc, je suis un petit peu frustrée, Francis, mais je vais quand même pouvoir vous écouter et on va pouvoir échanger malgré cela. Vous êtes ici pour qu'on puisse parler de l'évolution de la représentation des animaux dans notre société. On parle aujourd'hui beaucoup d'antispécisme, de partis animalistes. On s'intéresse beaucoup, y compris dans la littérature contemporaine, à l'animal et à sa place. Que s'est-il passé, Francis, pour qu'aujourd'hui, cet animal ait une place aussi centrale? Oui, vous avez raison, quelque chose s'est passé, en effet, depuis en gros 1 ou 2 décennies, et peut-être en l'espace d'une génération en tout cas, le rapport homme-animal a totalement changé, à tel point, vous en avez pris quelques exemples, que c'est devenu un thème important de société, mais aussi un thème politique. Il y a eu une politisation de la question animale, il y a le parti animaliste, le parti antispéciste, et presque tous les partis se doivent d'avoir maintenant un paragraphe important consacré à la question animale. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la première hypothèse qui vient à l'esprit, que je ne retiendrai pas, c'est qu'il y aurait eu de la part de nos contemporains un brusque accès d'empathie vis-à-vis de nos frères animaux. Je ne crois pas que cette hypothèse tienne longtemps pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on n'a pas constaté qu'il y ait, de la part de nos contemporains, un brusque accès, par exemple, humanitaire. Bien au contraire, si on compare aux années 80, où il y a eu une espèce de mouvement par rapport au boat people, on n'a pas constaté que par rapport au mouvement migratoire, il y a eu brusquement un mouvement de solidarité humanitaire. Certains vont même jusqu'à dire que c'est comme si l'animalitaire, si je puis dire, avait en quelque sorte avalé l'humanitaire. Alors, il y a une autre raison pour laquelle je ne retiens pas cette explication, c'est que on ne constate pas que c'est en relation avec la réalité du monde animal qu'il y a cette prise de conscience nouvelle de nos contemporains. C'est presque l'inverse. On constate au contraire que c'est à mesure que se distancient les relations avec les vrais animaux, les animaux sauvages, les animaux de rente, les animaux qui sont élevés, qu'il y a cette espèce de brusque sentiment de, comment dirais-je, oui, de sympathie, et ces grands mouvements qui vont de l'antispécisme ou du mouvement vegan jusqu'au mouvement plus traditionnel de protection animale. Donc je ne pense pas que ce soit cela. Ce qui s'est passé, c'est plusieurs choses. Je crois que la première chose, c'est que la distinction, la barrière, l'opposition traditionnelle entre homme et animal s'est écroulée. À cause de quoi? Il y a divers facteurs. Je crois qu'un facteur important, c'est la déchristianisation. En 1 ou 2 générations, l'idée que l'homme ou l'humanité avait un rôle particulier sur notre planète parce qu'il était le seul promis au salut, au paradis, qu'il était le seul apte à reconnaître un Dieu, ça s'est écroulé pour la plupart des jeunes générations, et c'était un des piliers de l'opposition entre l'homme promis au salut et les animaux qui sont au service de l'homme. C'était la grande leçon biblique, en tout cas. Plus profondément, je crois que si on compare à ce qui s'est passé au siècle dernier, qui était un grand siècle de recherche physique, notre siècle, le 21e siècle, est plutôt un grand siècle biologique. Et l'image qu'on a aujourd'hui de l'homme passe presque entièrement au travers d'un prisme biologique, ou même, je dirais, neuroscientifique. Le développement considérable des neurosciences a mis au rencard les vieilles oppositions traditionnelles qu'il y avait au siècle dernier entre l'homme et l'animal. Si vous voulez, moi, je me souviens qu'on enseignait aux
élèves, aux étudiants, on enseignait que voilà, il y avait des concepts qui convenaient aux hommes. On enseignait Freud, on enseignait la psychanalyse, on enseignait la linguistique, et tout cela opposait l'homme et l'animal. L'homme avait des désirs déterminés par l'inconscient, l'animal avait des besoins, l'homme avait un langage articulé, l'animal n'avait que des systèmes de communication, etc., tout à fait rudimentaires. Et on a le sentiment que désormais, la frontière, la distinction homme-animal passe en quelque sorte de plus en plus inaperçue pour nos contemporains. C'est comme s'il y avait une continuité. Et quand on va demander aux jeunes générations, est-ce qu'il y a une spécificité humaine, on constate que non, au fond, ils sont comme nous, ils souffrent comme nous, ils pensent comme nous, etc. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qui est très important. Un autre facteur, me semble-t-il, est plus directement politique. Si on constate ce qui s'est passé entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle, c'est que les grands mouvements de libération étaient essentiellement, les grandes utopies étaient des mouvements de libération révolutionnaire, hein, c'est-à-dire qu'on visait une société sans classe, on visait la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Bref, il y avait cette utopie révolutionnaire qui s'est, comme on sait, totalement écroulée il y a 20 ou 25 ans. Et désormais, j'ai l'impression que les mouvements de libération, les grandes utopies qui scandent le quotidien, en particulier dans les jeunes générations, c'est des mouvements de libération bien, de la nature. L'animal, oui, on a l'impression que l'animal joue un petit peu le rôle du prolétaire du siècle dernier, c'est-à-dire c'est celui qui est au bout de la chaîne d'exploitation. Si vous voulez, les bourgeois exploitaient les prolétaires, les colonisés étaient exploités par les colonisateurs, mais aujourd'hui, c'est l'homme en général qui exploite quoi? Bien celui qui est au dernier bout de la chaîne d'exploitation, qui est cet animal qui, en quelque sorte, incarne la toute dernière, l'ultime victime, au service de laquelle il faut aller d'autant plus volontiers que, il ne peut pas se défendre lui-même, qu'il incarne celui qui est sans parole, sans défense, et par conséquent qui mobilise les énergies des jeunes générations. Et j'ajoute peut-être un dernier point avant que peut-être nous approfondissions, nous y revenions. Il y a évidemment le mouvement indiscutable, la prise de conscience écologique qui est considérable par nos contemporains. Et cette prise de conscience des grandes tragédies écologiques qui nous guettent, crise climatique, crise de la biodiversité, etc., eh bien, curieusement, elle est interprétée comme un mouvement, en quelque sorte, où il faudrait être solidaire des animaux individuellement. Alors bien sûr, j'enseigne à mes étudiants que ce qu'on appelle l'éthique de l'environnement et l'éthique animale non seulement ne peuvent pas être confondues, mais au fond sont incompatibles, sont contradictoires. L'écologie s'occupe de l'équilibre entre les espèces, elle s'occupe de la biodiversité, elle s'occupe du fait de savoir si dans tel ou tel territoire il y a un excès de prédateurs ou un excès de proies qui menace les équilibres. Mais le mouvement animaliste, dans ses formes, par exemple antispécistes, ne reconnaît pas ces distinctions. Ce qu'il reconnaît, c'est uniquement la souffrance individuelle de tous les animaux, sans faire de distinction avec les différentes places des animaux dans les chaînes alimentaires. Donc il se produit différentes confusions entre ce qu'on appelle le welfarisme, c'est-à-dire l'idée du bien-être animal, qui a de sens pour les animaux qui sont élevés, les animaux de rente, qui sont élevés pour leurs produits, et les animaux en général, les animaux sauvages ou les animaux de compagnie, autrement dit. Et l'animal de compagnie joue comme une espèce de prisme à travers duquel est vu tout le règne animal, c'est-à-dire, ce sont des petits êtres qu'on peut chérir, qu'on pourrait prendre dans nos bras, puisque, comme je le disais tout à l'heure,
nos contemporains ont perdu le rapport, les relations qu'on avait encore il y a 2 ou 3 générations avec les vrais animaux, qu'ils soient sauvages ou qu'ils soient des animaux domestiques. Quels sont les aspects négatifs de tout ça? Quelles peuvent être les dérives de tout cela? Alors, il y a... Non pas de tout cela, mais de cette évolution Voilà, qu'on alors, évoque. bien entendu, il faut dire qu'il y a un certain nombre d'aspects positifs. Il est clair que cela amène une prise de conscience d'un certain nombre de contemporains vis-à-vis de certains excès insupportables de l'élevage industriel ou de l'abattage industriel et des mobilisations souvent légitimes à l'occasion de tel ou tel scandale médiatisé. Mais vous avez raison, il y a aussi des conséquences négatives. La première conséquence négative, je l'ai sous-entendu tout à l'heure, c'est que l'animalisme, c'est-à-dire le fait de ne plus reconnaître de distinction claire entre les espèces, fait qu'on on risque d'y perdre notre propre humanisme, le fait que la valeur de la vie humaine est incommensurable avec celle des animaux, même ceux qui nous sont le plus chers. C'est-à-dire que nous devons avoir vis-à-vis des êtres humains des relations d'égalité et de réciprocité que nous ne pourrons jamais avoir vis-à-vis des animaux, même qui nous sont les plus chers. Et je crois que ça met quand même en question un des fondements de l'action que nous pouvons mener, de nos valeurs et de nos devoirs moraux. Et ce qui me paraît, vous parliez à l'instant, je crois, avec mon précédent interlocuteur, de la pandémie. Ce qui m'a semblé tout à fait frappant, c'est qu'au début de la pandémie, on a vu revenir des explications complètement extravagantes du genre, alors, au lieu de dire, ben voilà, nous revoilà face à un des drames, des tragédies classiques de l'homme face à la nature, puisque c'est au fond, ce virus, c'était en quelque sorte la manifestation habituelle de ce que nous pouvions, ce que les hommes subissaient depuis des siècles. Et la réaction a été la recherche vaccinale qui a été extraordinaire. Eh bien, les premières réactions qu'on a souvent entendues, ça a été c'est la faute de l'homme, la nature se venge à force de l'exploiter. Et dans cette exploitation, qu'est-ce qu'on mettait? On mettait tout et n'importe quoi, y compris le fait que nous élevons des animaux depuis 10 000 ans pour leur chair, leur laine, leur cuir et compagnie. Donc, je crois qu'il y a là un vrai danger pour les fondements de l'humanisme de nos sociétés. On pourrait voir disparaître les élevages. Il y a des gens qui rêvent de voir disparaître cette partie de notre société. Oui, vous avez raison. Il se passe en ce moment que je connais beaucoup d'éleveurs qui sont tout à fait désemparés parce qu'ils subissent en l'espace de 10 ou 15 ans, ils sont devenus des parias. On les traite de tortionnaires sous prétexte qu'ils élèvent des porcs ou des vaches, qui se sont souvent endettés dans des conditions difficiles pour améliorer les conditions d'élevage et souvent de bien-être de leurs bêtes, et qui connaissent infiniment mieux leurs bêtes et qui les aiment infiniment plus et mieux, en tout cas, que ceux qui prétendent les défendre, et qui se font attaquer comme des tortionnaires des temps modernes parce que simplement ils élèvent. Alors c'est un des grands risques, en effet, qu'à force de ne pas distinguer entre les espèces, d'une part, et entre l'espèce humaine et les autres espèces, on menace en effet tout ce qui a fait l'humanisation de l'homme et qui est passé par la domestication des animaux, et tout ce qui fait aussi une grande partie de l'imaginaire, de notre imaginaire animal, de nos relations millénaires avec les animaux qui ont été toujours faites à la fois parfois d'affection, mais souvent de lutte, parfois en effet de rivalité. Bref, il y a tout un imaginaire animalier
du point de vue de l'homme qui risque de s'écrouler face à ces mouvements qui sont souvent généreux dans leurs principes, et je crois parfois dangereux dans leurs conséquences. Quels sont, et c'est ma dernière question, quels sont les bénéfices, s'il y en a, que peuvent tirer les vétérinaires de cette évolution-là? Bien, je crois que les bénéfices que peuvent tirer les vétérinaires, c'est à eux de les tirer eux-mêmes, et je ne peux pas leur donner de leçons, mais je pense qu'en effet, ils ont sans doute aujourd'hui des demandes nouvelles. Voilà, je vous confierai que ma belle-fille est vétérinaire et qui constate que désormais, on la réveille à 2 heures du matin pour un chien ou un chat qui avalait de travers. Enfin bref, je ne sais pas si c'est un bénéfice pour les vétérinaires, mais c'est en tout cas, je pense, de nouvelles demandes et une nouvelle relation qui va bien au-delà de ces relations traditionnelles, n'est-ce pas, dans lesquelles on a des animaux de compagnie avec lesquels on échange l'affection réciproque. Je crois que ça va bien au-delà, et je pense que les vétérinaires, en tout cas, je crois que c'est ce qu'ils font grâce à vous aujourd'hui, ils doivent réfléchir à ces évolutions de société dans lesquelles les demandes sont en train de changer et dans lesquelles on va demander de plus en plus aux vétérinaires, eh bien, je pense, d'avoir une espèce de science aussi générale et avec des effets aussi comment dirais-je, efficaces que la médecine la plus moderne, et donc il faut être confronté avec cette demande, je crois, cette inflation que l'on constate déjà. Merci beaucoup, Francis Wolf. Merci à vous, Nathalie. Je vous laisse rejoindre la salle et puis